Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et c'est un grand entretien que je vous propose aujourd'hui avec Bertrand Piccard, éco-aventurier, pionnier des technologies propres. Il vient nous présenter son nouveau défi Climate Impulse, un tour de la Terre sans escale à bord d'un avion à hydrogène vert. Bertrand Piccard, qui est également président de la fondation Solar Impulse. On reviendra sur ces 1500 solutions labellisées pour leur impact positif et leur viabilité économique. Et puis dans notre rubrique Startup, on va découvrir ensemble Windfisher et ses éoliennes volantes sont des cerfs-volants qui peuvent convertir le vent en électricité. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien tout de suite. Bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le président cofondateur de la fondation Solar Impulse dont on parlera tout à l'heure. Vous êtes aussi un homme de défi. Je ne peux pas tous les rappeler. Je vais rappeler les principaux du premier tour du monde en avion sans escale, 1999. Autre tour du monde en avion solaire. Cette fois, c'était Solar Impulse 2016. Et puis vous êtes un récidiviste, si j'ose dire, puisque vous annoncez pour 2028 un nouveau tour du monde, le défi Climate Impulse. De quoi s'agit-il? Racontez-moi. Il s'agit de mon coup de gueule contre l'immobilisme, le défaitisme, le pessimisme de tous ceux qui pensent qu'il n'y a pas de futur, qu'il n'y a pas de solution. J'ai envie de montrer qu'il y en a, en tout cas qu'il faut essayer. Et c'est un avion à hydrogène pour faire un tour du monde sans escale, 2 personnes à bord. Et c'est d'une certaine façon un peu le démonstrateur que ce que Airbus veut faire avec des avions commerciaux en 2035 est faisable. À quoi il va ressembler cet avion? C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais j'imagine si vous nous dites ça sera en 2028, vous savez, il est peut-être d'ailleurs déjà en construction. Enfin, à quoi il va ressembler? Alors, il est en construction. Ça fait 2 ans que Raphaël Dinelli et moi y travaillons. Raphaël Dinelli, qui est un navigateur bien connu, qui est ingénieur en matériaux composites et qui est chargé de la construction de cet avion. Et il faut s'imaginer, parce qu'on est en train de construire maintenant les moules déjà pour les matériaux composites, c'est 2 fuselages assez gros chacun, qui contiennent les 2 réservoirs d'hydrogène liquide, et puis une aile en travers et le fuselage au milieu entre les 2 fuselages. Ok, le cockpit au milieu, le cockpit au milieu. Entre les 2 fuselages. Le cockpit au milieu, oui. D'accord. Est-ce que finalement le dessin de cet avion est lié à son mode de propulsion? Il fallait faire de la place au réservoir pour cet hydrogène liquide. Alors complètement, parce que l'hydrogène liquide, c'est pas lourd, mais ça prend de la place, et ça nécessite des réservoirs qui le conservent à moins 253 degrés, ce qui est extrêmement froid. Donc l'isolation doit être parfaite. Et le petit peu d'hydrogène qui s'évapore, qu'on appelle le boil-off, passe dans une pile à combustible pour redonner de l'électricité et de l'eau et alimenter les moteurs électriques. Donc en fait, tout l'avion est conçu autour de ces réservoirs. Et Airbus prévoit exactement la même chose avec un avion commercial qui aura les passagers non pas dans le fuselage, mais dans les ailes, pour pouvoir réserver le fuselage aux réserves d'hydrogène. Oui, donc c'est des changements de paradigme. Et moi, c'est ça qui me passionne, c'est d'avoir des autres manières de penser. On a toujours fait comme ça, et bien raison de plus pour faire autrement. Alors, restons sur le côté aventure, entre guillemets. C'est un tour du monde en combien de temps? Je crois que c'est au niveau de l'équateur que vous allez... Ce sera sur la zone subtropicale nord. D'accord. Donc c'est 40 000 km, 9 jours de vol, 200 km/h. 2 pilotes, vous allez vous relayer. On se relaye avec Raphaël. Oui. Absolument. Et le but, c'est pas simplement de le faire. Le but, c'est de montrer aujourd'hui qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on croit, qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont possibles. Et c'est un message, c'est un exemple, c'est essayer de redonner à l'action climatique un aspect un peu enthousiasmant. Et sortir du défaitisme, du côté anxiogène, etc. Exactement. Il y a tellement de gens qui sont éco-anxieux, éco-déprimés, parce qu'on leur répète qu'on ne pourra protéger l'environnement qu'en faisant des sacrifices, qu'en faisant une décroissance économique, ce qui crée en face une opposition de plus en plus virulente contre l'écologie, contre la protection de l'environnement. Et en fait, des 2 côtés, il y a des erreurs. Je pense que l'écologie doit
promouvoir des solutions plutôt que de constater des problèmes, parce que les problèmes, on les connaît. Maintenant, c'est le moment de mettre en œuvre des solutions. Et puis ceux qui sont technosolutionnistes, qui pensent que tout va et ça, être c'est une immense erreur. C'est une erreur aussi. Mais c'est une immense erreur de croire qu'on peut continuer à faire ce qu'on fait maintenant comme erreur, parce qu'on aura plus tard des solutions qui permettront de compenser les erreurs. Non, je pense qu'on doit changer magistralement aujourd'hui notre manière de fonctionner, mais de manière optimiste, de manière active, en utilisant les solutions qui existent maintenant, et puis de démontrer que ces solutions, elles peuvent passer à l'échelle, elles peuvent améliorer le fonctionnement humain. Donc l'avenir de l'aviation peut passer, pas seulement d'ailleurs, par l'hydrogène vert. Je reviens donc sur ces réservoirs, ce défi technique, technologique. Un carburant à moins 253 degrés, donc à 20 degrés du zéro absolu. Moins 253 degrés, soyons précis. C'est quand les molécules ne bougent presque plus. Oui, donc ça c'est un défi technique où on sait déjà faire. En théorie, on sait. Oui. On ne l'a jamais appliqué pour un avion. On a eu de l'hydrogène liquide dans des stations spatiales. Les capsules Apollo en avaient. Dans des réservoirs cryogéniques, comme on appelle ça. Maintenant, on ne l'a jamais utilisé pour des vols de longue durée. Et je crois qu'il faut montrer le maximum de ce qu'on peut faire. 9 jours pour un tour du monde, ce n'est pas ce qu'un avion commercial aura besoin de faire. Mais si on peut faire ça, toute l'expérience peut ruisseler sur une aviation commerciale dont le but est de transporter des passagers pendant quelques heures, pas pendant quelques jours. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous parlez du ruissellement technologique, ça vaut aussi pour d'autres secteurs d'activité, pas seulement pour l'aviation. Alors complètement. Je pense à l'automobile, par exemple, et la question des réservoirs. Alors peut-être que c'est pas la meilleure solution pour les voitures, mais je pense que l'hydrogène n'est pas la meilleure solution pour les voitures, parce que si vous avez des batteries, vous perdez beaucoup moins d'énergie dans le cycle. Les batteries, aujourd'hui, on sait en construire des légères qui ont une très bonne capacité, qui durent très longtemps et qui sont recyclées. Donc, autant mettre ça dans les voitures. Par contre, il y a des véhicules ou des situations où on ne peut pas prendre de batterie parce que ce serait trop lourd. Dans un avion, jusqu'à 30 personnes, vous pouvez mettre des batteries, mais au-dessus, les batteries seraient beaucoup trop lourdes. Donc, c'est là qu'il faut mettre de l'hydrogène. Dans des trains, dans des bateaux. Et puis, il ne faut pas oublier que l'hydrogène, c'est utilisable aussi pour la fabrication de l'acier, pour la fabrication des engrais. Donc, dans l'industrie, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hydrogène, mais c'est de l'hydrogène sale. Donc, il faut populariser cet hydrogène propre, qui est fait par électrolyse de l'eau avec de l'énergie solaire ou éolienne. Et c'est de ça qu'on a besoin. Et il faut créer une demande, il faut créer une industrie d'hydrogène. Donc, en fait, c'est passionnant, parce que vous avez ceux qui disent... On ne va jamais y arriver, c'est trop compliqué. Puis il y a ceux qui disent, mais c'est justement parce que ça ne s'est pas encore fait qu'il faut essayer. C'est pour ça que le défi est sympa à relever. C'est passionnant. Et donc, quand vous nous dites c'est un démonstrateur, donc derrière, il y a évidemment des partenaires, des entreprises et un budget. Combien ça coûte de lancer un défi comme celui-là? Et quelles sont les entreprises qui vous accompagnent, qui se disent, bah oui, on va pouvoir utiliser cette technologie plus tard, notamment dans l'aviation? Alors, la première grande entreprise qui nous accompagne, c'est ScienceCo, qui est une spin-off de Solvay. C'est une entreprise de chimie des matériaux qui fait des matériaux composites de très haute qualité, des isolations pour réservoirs d'hydrogène liquide, des piles à combustible, des batteries à l'état solide, enfin, solid state batteries. C'est un nouveau type d'industrie qui se développe maintenant et qui doit prendre le relais sur toutes ces vieilles industries de vieux matériaux démodés qui sont trop lourds, qui sont polluants, qui sont inhérents au monde du passé. C'est presque une entreprise scientifique d'une certaine façon, est-ce qu'on peut dire ça? Ils se définissent comme des explorateurs scientifiques. D'accord. Et moi, ça me plaît beaucoup parce qu'ils arrivent à vraiment amener au monde du futur ce dont on a besoin. Il faut bien voir que un des grands problèmes de notre monde actuel, c'est son inefficience parce qu'on est juste dans un monde du passé. On utilise les mêmes produits, les mêmes matériaux, les mêmes systèmes, à part les ordinateurs et les téléphones portables, mais les mêmes choses depuis 100 ans. Et c'est ça qui doit évoluer. Et c'est cet état d'esprit d'inertie et de paralysie qu'il faut remettre en marche. Si vous deviez comparer, alors je vois bien les différences, mais ce nouveau défi, Climate Impulse, avec Solar Impulse, là, est-ce que là, vous vous dites, il y a
de vrais débouchés industriels et économiques qu'on avait peut-être un peu moins dans Solar Impulse, notamment pour le transport de passagers, tout simplement? Alors moi, j'avais toujours dit que Solar Impulse, ce n'était pas un projet d'aviation, c'était un projet d'énergie. D'accord. Il fallait montrer ce qu'on pouvait atteindre comme but a priori impossible avec de l'énergie renouvelable, avec de l'efficience énergétique, avec des clean tech, etc. Aujourd'hui, on n'est plus dans le symbole énergétique. Avec Climate Impulse, on est dans la démonstration concrète de ce qu'on pourra faire de manière industrielle avec de l'hydrogène liquide, notamment dans le monde de l'aviation. Ouais. C'est pour ça qu'Airbus nous soutient, que Daher nous soutient, que Ariane Group nous soutient. On a travaillé avec Capgemini aussi ces dernières années pour tout ce qui a été études de faisabilité. Donc ça intéresse beaucoup l'industrie, au contraire de Solar Impulse qui avait fait rire le monde aéronautique à l'époque. Oui, vous vous en souvenez de ça? Ça n'avait pas été simple à recevoir, d'une certaine façon. Non, mais c'était un sentiment merveilleux de voler avec Solar Impulse en se disant qu'il y avait autant de spécialistes qui croyaient que c'était impossible. Et maintenant, les spécialistes nous aident. Donc visiblement, Solar Impulse était aussi utile pour ça. Est-ce que c'est aussi l'avenir du transport aérien qui se joue? Pas seulement avec votre défi, mais d'une manière générale. Je pense que le transport aérien doit clairement évoluer. Alors il y a ceux qui veulent l'interdire. C'est une attitude très française où on va se tirer une balle dans le pied parce qu'il ne faut pas croire que le reste du monde va interdire l'aviation. Au contraire, le reste du monde veut se développer autant que nous. Donc, je ne pense pas que c'est une approche cohérente. L'autre approche, c'est de continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qui est une catastrophe. Même si c'est 3% des émissions de CO2, on ne peut pas continuer à ne pas améliorer le transport aérien. Oui, parce que si chaque secteur se dit la même chose... si chaque secteur se dit ça, ça n'ira pas. Donc, même si le transport aérien, c'est un peu anecdotique en termes d'émissions par rapport au reste, je pense qu'on doit l'améliorer. Et comment est-ce qu'on va l'améliorer? Eh bien, il y a des procédures qui doivent s'améliorer, comme les approches en descente constante, des routes plus directes pour être plus efficient et arrêter de gaspiller autant de carburant. Ça, c'est déjà en cours. Il y a des logiciels utilisés par de plus en plus. Il y a des logiciels, mais absolument, il y a des logiciels, mais vous avez beaucoup de réticence de certains contrôleurs aériens qui ne veulent pas changer leur type de procédure. Donc, il faut vraiment les inclure dans cette discussion pour leur montrer qu'ils ont eux-mêmes une influence importante sur l'économie de carburant. Et puis, il y a des carburants alternatifs qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel, qui, je suis un peu ambivalent. Il y a un peu un paradoxe là-dedans, parce que c'est vrai qu'on retire du CO2 de l'atmosphère, et ensuite on en refait un carburant, et on remet le CO2 dans l'atmosphère. Alors qu'on pourrait garder ce CO2 et le stocker, et le séquestrer de l'atmosphère. Mais si vous voulez vraiment être complètement décarboné, sortir du cycle du carbone, l'hydrogène est une excellente solution. Mais maintenant, ça nécessite de revoir tous les systèmes d'approvisionnement des avions, de distribution des carburants dans les aéroports, alors que les biocarburants permettent de garder le même système qu'aujourd'hui. Donc c'est un peu un conflit. Les deux peuvent cohabiter d'une certaine façon. On peut imaginer ça? Moi, je pense que les biocarburants, et les carburants synthétiques, comme on les appelle aussi, vont permettre cette transition vers l'hydrogène. Parce que même si vous avez des Airbus en 2035 qui sont à l'hydrogène, tous les avions vendus avant vont continuer à voler pendant 10, 20 ou 30 ans. Il faudra bien leur donner un carburant plus propre. Et puis ensuite, il y a toute cette vision de l'aviation à hydrogène très très longue distance, où vous avez des avions fusées qui partent avec des carburants de mélange d'oxygène et d'hydrogène pour décoller comme des fusées, qui peuvent couper leur moteur après 20 minutes de vol, à 100 km, 80 km d'altitude, puis voler en parabolique, suborbital, jusqu'à l'autre côté du monde, jusqu'à Sydney. Vous faites Paris-Sydney en 2 heures, avec une très très faible quantité d'énergie nécessaire, parce que vous êtes en suborbital, et puis avec un carburant totalement propre. Et là, il n'y a plus de restrictions à faire, il n'y a plus de scrupules à avoir parce que vous êtes vraiment dans quelque chose de décarboné. Alors, avant d'en arriver là... Il faut rêver de ça, parce que si on n'en rêve pas aujourd'hui, on n'y arrivera jamais. C'est ce que je trouve génial dans votre discours et dans vos actions. Mais avant d'en arriver là, il faut permettre aux biocarburants, mais aussi à l'hydrogène vert, de se développer. Est-ce que pour ça, il faut passer par une taxation? Est-ce qu'il faut taxer le kérosène pour finalement permettre à l'hydrogène vert d'arriver à un niveau de compétitivité suffisant? Alors évidemment, et c'est une honte que ce ne soit pas encore taxé. On n'a pas le droit de faire des billets d'avion à 29 €.
pour avoir des destinations lointaines, et ne pas taxer le kérosène, c'est-à-dire ne pas inclure le mal qu'on fait, ne pas inclure des externalités. Et alors, il y a des gens qui accusent le capitalisme. Ce n'est pas une question de capitalisme. Un capitalisme qui fonctionne, c'est un système économique qui inclut toutes les externalités pour se développer. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout sustainable, on n'est pas du tout durable dans un modèle d'aviation où le kérosène échappe à toute intégration des externalités. Pourquoi qu'est-ce qui bloque? C'est des lobbies, vous nous disiez, on vit avec un fonctionnement finalement qui date d'il y a un siècle, c'est qu'on n'arrive pas à changer nos habitudes. Pourquoi on ne taxe pas le kérosène? C'est très compliqué dans un système international parce que tous ceux qui se disent on va taxer le kérosène ont peur qu'ensuite plus personne vienne chez eux. Ce qui est tout faux. Mais ce qui est tout faux, si vous taxez le kérosène à Paris, il ne faut pas croire que les gens iront prendre l'avion à Bruxelles, parce qu'ils devront prendre le train jusqu'à Bruxelles. Le train, c'est plus cher que l'avion, de toute façon. Donc, on peut très bien, à l'échelle nationale, taxer le kérosène, et on n'aura pas de catastrophe économique. On aura simplement une incitation pour que les autres fassent la même chose. Ben voilà, l'appel est lancé. Dernière question sur l'hydrogène vert, ensuite on parle de Solar Impulse. Est-ce qu'il va falloir produire beaucoup d'hydrogène vert ? Parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont intéressés. Vous nous l'avez dit, notamment la production alimentaire, l'acier, par exemple, pour des produits du quotidien. Il va falloir prioriser aussi. Et à ce moment-là, vous me voyez venir, on va vous dire, oui, mais alors pourquoi favoriser le tourisme avec l'aviation et pas l'alimentation ou les objets du quotidien? Alors, c'est absolument clair qu'il y a des domaines prioritaires qui sont industriels, où aujourd'hui on utilise beaucoup d'hydrogène sale et qui devraient pouvoir profiter d'hydrogène vert. C'est un gros marché d'hydrogène vert. Et ça, c'est un espoir aussi, parce que ça permet d'atteindre rapidement ce qu'on appelle la masse critique, qui est le moment où on en produit suffisamment pour que le prix s'écroule. Et que ce soit accessible à tout le monde. Et pour ça, vous avez forcément besoin de davantage d'énergie renouvelable, et en sachant que parfois vous avez du vent la nuit et de l'électricité éolienne qui n'est pas utilisée. Vous avez de jour tellement de solaire qu'on n'arrive pas à absorber entièrement cette énergie. Vous avez la nuit aussi de l'énergie nucléaire, qui est quand même une énergie partiellement décarbonée, qu'on n'utilise pas. Et toute cette énergie résiduelle peut être stockée dans de l'hydrogène vert pour extrêmement bon marché. Parce que c'est de l'énergie qui autrement serait perdue. Donc cette filière, il faut la construire. Donc c'est une filière qu'il faut construire, mais qui est déjà assez accessible. Mais il faut cet état d'esprit-là aussi, d'inclure le monde pétrolier et pas de l'exclure. Vous avez des activistes qui veulent exclure toute discussion avec le monde des pétroliers. C'est une erreur gravissime. Il faut inclure les pétroliers. C'est des gens qui savent produire, transporter, distribuer et vendre des gaz et des liquides. Et vous avez besoin d'hydrogène gazeux et d'hydrogène liquide. Donc voilà où on peut aussi développer énormément de compétences. Quelques minutes, il nous reste 5 minutes pour parler de la Fondation Solar Impulse, créée en 2003 et depuis une demi-douzaine d'années, c'est ça ce que vous me disiez avant l'interview, vous avez créé ces labels Solar Impulse. Oui, parce qu'au début, la Fondation Solar Impulse, qui avait d'ailleurs un autre nom, mais c'était déjà une fondation à but non lucratif, était là pour diffuser des messages éducatifs et de communication sur les énergies renouvelables. Et maintenant, on va plus loin. On a identifié, expertisé et labellisé à peu près 1600 solutions pour protéger l'environnement qui sont en même temps économiquement viables. Histoire de les deux piliers sont importants. Les deux piliers sont fondamentaux. On doit mettre les solutions dans l'écologie, on doit mettre l'écologie comme noyau du développement économique. 1600 solutions. Derrière chaque solution, il y a une entreprise, il y a une start-up, il y a des... Start-up ou grandes entreprises. Oui. Et c'est extraordinaire parce que vous avez des gens qui font des inventions fantastiques, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas utilisées, et ce label leur donne une crédibilité, leur permet de trouver plus facilement des clients ou des investisseurs. Et on travaille beaucoup avec des régions françaises, comme la région Grand Est, la région Île-de-France, le département des Pyrénées-Atlantiques, pour favoriser l'implémentation de ces solutions dans les marchés publics, dans les besoins des collectivités.
Et alors, je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure. Ce sont souvent des innovations technologiques qui sont. Vous parlez de solutions à impact positif et économiquement viables. Donc, on est dans de l'innovation technologique. Est-ce que ces entreprises que vous avez labellisées, elles sont en train d'inventer un nouveau capitalisme, de nous faire changer de modèle d'une certaine façon? Alors, il faut déjà faire attention quand on parle d'innovation technologique, parce que, aussi curieux que ça puisse paraître en France, c'est un gros mot. Pas dans ma bouche, mais... Non, mais pas dans la mienne non plus. Oui. Mais les gens qui nous écoutent parfois se disent « ça y est, c'est des technosolutionnistes qui partent sur des grandes idées, qui sont des alibis pour rien faire aujourd'hui, parce que plus tard, on résoudra peut-être les problèmes. » Donc, on est vraiment dans du bon sens. Mais c'est vrai que c'est du bon sens actuel, permis par de l'innovation de hier, qui s'est concrétisée aujourd'hui par un résultat. D'accord. Quand vous avez des agrafes métalliques qui peuvent être mélangées au béton de manière à pouvoir avoir beaucoup moins besoin de béton, beaucoup moins besoin d'acier, et remplacer les armatures métalliques du béton armé par ce béton comme ça, avec une beaucoup plus grande cohésion, eh ben, vous améliorez, vous divisez par deux l'impact écologique. Quand vous avez, et ça c'est très intéressant, c'est une entreprise qui s'est installée sur le bassin de Lacs dans les Pyrénées-Atlantiques, là où autrefois on exploitait du gaz, et bien maintenant il y a des start-up, dont une qui reproduit les odeurs des phéromones de certains insectes pour répandre ces odeurs sur des cultures et empêcher la reproduction de manière très spécifique de certains insectes et pas des autres. Donc vous ne tuez rien, vous empêchez simplement un développement de parasites qui détruiraient les cultures. Mais ça, c'est une agriculture du futur. On a une industrie du futur. Et tout ça est accessible déjà aujourd'hui. Mais il faut le faire connaître, il faut le favoriser et le pousser. Et donc, je repose la question. Ça permet, et vous y avez un peu répondu, au modèle ancien de perdurer, ou on est en train d'en inventer un nouveau? On est en train d'inventer un complètement nouveau modèle qui est une économie qualitative plutôt qu'une économie quantitative. L'économie qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est vendre le plus possible à un prix de plus en plus bas pour battre la concurrence, payer des salaires misérables qui créent des inégalités et des déchets qui polluent la planète. Ça, c'est notre modèle jusqu'à aujourd'hui. Si on modernise notre système avec des nouveaux systèmes, des nouvelles infrastructures, des nouveaux types de solutions, on introduit plus d'efficience. L'efficience, c'est quand on peut faire mieux en consommant moins. C'est des nouveaux débouchés économiques, c'est des nouveaux débouchés industriels. Et ça permet de vendre de la qualité, de vendre de l'efficience, au lieu de la quantité et du gaspillage. Et ça, c'est un modèle qui me plaît beaucoup, parce qu'il est respectueux de l'être humain. C'est un modèle qui diminue les inégalités. C'est un modèle qui protège l'environnement, mais qui permet le développement économique qui est totalement nécessaire pour redistribuer l'argent sous forme d'éducation, sous forme de santé, sous forme de caisse de retraite, etc. Donc pour moi, la décroissance économique n'a absolument aucun sens, mais par contre, la décroissance du gaspillage, de l'inefficience, de la démesure, de la pollution, eh ben ça, bien sûr qu'il faut le décroître. Merci beaucoup, Bertrand Piccard. Avec plaisir. Rendez-vous donc en 2028 pour ce défi Climate Impulse. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Gareth Smith. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Windfisher, entreprise créée en 2021 avec Armand Tardella. Quelle idée de départ? Racontez-moi. Donc l'objectif, c'est d'avoir un système qui capte efficacement l'énergie du vent. Et au début, je suivais l'industrie des éoliennes importées avec d'autres sociétés. Et on a vu qu'il y avait quelques problèmes de complexité avec leur système. Et nous, on voulait faire plus simple, plus facile et encore moins cher. Donc on a inventé le cerf-volant avec une double cylindre qui utilise l'effet Magnus pour générer une force de potence pour capter cette énergie du vent. Alors l'effet Magnus, il faudra prendre 30 secondes pour l'expliquer très vite. C'est quoi l'effet Magnus? C'est quand on a un corps cylindrique circulaire en rotation dans un flux d'air, comme un ballon frappé enroulé. Et il se déplace et c'est cette force aérodynamique qui est exploitée dans notre système
Alors, comment ça marche? Vous êtes venu avec un mini démonstrateur, en quelque sorte, ce cerf-volant qui crée de l'électricité. Donc, c'est notre MAG, c'est un Magnus Airborne Generator. Ouais. Donc, il y a un double cylindre qui est en haut, qui est gonflé à l'hélium pour le rendre plus léger que l'air. Donc, il va flotter dans l'air pour monter. Après, quand il y a le vent qui vient de côté, on entraîne les cylindres en rotation et ça nous permet de piloter un cycle de va-et-vient. Et c'est cette va-et-vient, lors de la phase de forte traction, on transfère mécaniquement l'énergie du vent sur les treuils qui sont dans la station sol connectés au générateur électrique. Ok, donc c'est une éolienne en plein air, quoi, en altitude, c'est ça en quelque sorte? Exactement, hein, on peut dire ça comme ça. c'est le ballon qui n'a pas besoin de main, parce qu'il est juste connecté par des cordages. D'accord. Vous en êtes où du développement de ce pêcheur de vent, de ce windfisher? On est actuellement dans une phase de prototypage et pré-développement de notre produit commercial. Je cherche aujourd'hui 1,2 million d'euros de levée de fonds pour pouvoir embaucher le reste de l'équipe technique, faire notre prototype 3 kW qui va tout démontrer de A à Z, à part être plus léger que l'air. Ok, d'accord. Si on doit comparer une éolienne volante, votre windfisher, avec des éoliennes classiques, une éolienne au sol par exemple, en termes de... Alors déjà, il y a un avantage qui semble évident, c'est les matériaux mobilisés pour les construire. Il n'y a pas besoin de fondation, etc. etc. quoi. Il est livré en conteneur, donc facilement transportable. D'accord. On le place sur le site, on peut l'ancrer, mais on n'a pas besoin d'une grosse fondation en béton. Okay. Donc ça, c'est déjà un premier avantage. Deuxième avantage, il n'y a pas de mât en acier. On a des cordages, donc on est beaucoup plus léger, 20 fois moins de matière première qui réduit notre empreinte carbone. Et un mât d'éolienne traditionnel, il est limité en hauteur. Nous, on peut aller encore plus haut. Encore plus haut, le vent est plus stable, plus persistant et plus fort. Donc ça nous permet vraiment de gagner en efficacité, de doubler la production. Alors justement, la question qu'on doit vous poser, c'est... combien vous produisez d'électricité avec ce système, en comparaison justement des éoliennes classiques? On va produire 2 fois plus dans l'année pour une éolienne de même puissance. Justement grâce à cette persistance des vents en altitude notamment? C'est l'altitude, mais c'est aussi le vol à vent de travers, le fait qu'on balaye plus de surface par rapport à des pales d'éoliennes. Quelle est votre ambition à 5 ans? Et puis peut-être ce qui va avec, qui sont vos clients potentiels? Est-ce que ce sont des collectivités locales? Est-ce que ce sont... sur quel marché vous allez vous situer? Donc notre premier marché, c'est l'énergie décentralisée. Aujourd'hui, c'est dominé par la photovoltaïque. Notre envie, c'est de rendre l'éolienne décentralisée aussi peu chère que la photovoltaïque et aussi simple. Ça ne marche pas aujourd'hui parce que les systèmes existants ne sont pas viables d'un point de vue économique. Trop cher, pas assez de vent, pas assez de productivité. C'est ça qu'on débloque. Donc nos cibles typiques, c'est les sites qui sont en micro-réseau. Aujourd'hui, ils ont des générateurs diesel, des groupes électrogènes qui sont polluants et qui sont chers. On peut imaginer les villages au nord du Canada. Il y a des mines en Australie, etc. Et le deuxième marché, c'est le décentralisé en autoconsommation collective, industrielle ou agricole. On peut avoir un client, un petit industriel qui achète ce système, le met sur son site et ils réduisent leur facture électrique. Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce windfisher, Gareth Smith, et à bientôt dans ce Smart Impact. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des Audacieux. Salut.